Depuis le génocide à Gaza, depuis l'invasion du Liban, qui l'un et l'autre continue en ce moment dans des conditions d'atrocité dont vous êtes, je crois, bien informés, vous qui m'écoutez, il y a eu dans la conscience du monde entier un nouvel intérêt pour les questions de géopolitique, de politique internationale, de relations entre les nations. Car chacun a pu voir qu'au-delà des discours qui jusque-là étaient tenus sur le droit international, les droits de l'homme, etc., il y avait certaines circonstances, comme les deux guerres que je viens de mentionner, déclenchées par M. Netanyahou contre les Palestiniens et contre les Libanais, deux poids, deux mesures. Suivant que c'est l'un ou l'autre qui entre en guerre, massacre tout le monde, eh bien, les commentaires de la communauté internationale et les autres grands mots de cette nature sont différents. En particulier, là, ce qu'on appelle l'Occident se tait, est complice du massacre au Proche-Orient. Mais ce n'est pas, hélas, la seule source de tension dans le monde, vous le savez. Mais tous, vous avez maintenant présent à l'esprit que la guerre pourrait intervenir, la guerre pourrait s'élargir, la guerre pourrait se généraliser, si bien qu'alors tous les autres projets que nous faisons, que ce soit dans nos vies personnelles ou pour nos pays, seraient immédiatement relayés au second ou au troisième plan derrière la guerre. Il y a une marche générale à la guerre sur laquelle nous autres, les insoumis, ne cessons d'alerter. Naturellement, il y a eu l'épisode de l'Ukraine. On ne revient pas sur ce qui a conduit à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais le fait est que la Russie a envahi l'Ukraine et que toutes les nations d'Europe se sont mobilisées plus ou moins violemment, plus ou moins dans un esprit d'escalade, aux côtés des Ukrainiens contre les Russes. Pour ma part, je ne cesse d'attirer votre attention, de tâcher d'attirer votre attention sur ce qui se passe dans la zone que l'on appelle Asie-Pacifique. C'est-à-dire tout ce qui se trouve au sud, entre les côtes des Amériques et les côtes de l'Asie. À cet endroit du monde, il y a une rivalité qui se joue entre les États-Unis d'Amérique d'un côté, la Chine de l'autre, principalement, chacun mettant en mouvement toutes sortes d'alliés dans cette zone. Mais dans cette zone, l'agresseur, ce sont les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, et comme d'habitude, et comme le plus souvent. Mais là, ils ont un motif sur lequel s'accroche le conflit avec la Chine. C'est l'île de Taïwan. Alors d'abord, commençons, avant de parler de Taïwan et de la Chine, par parler des États-Unis et de la Chine. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que la réponse à la question qui est le chef n'est pas claire du tout. Au contraire, progressivement, la Chine s'est élevée et elle est arrivée au tout premier rang de la technique, de la science, du maniement de tout ce qui se fait de mieux en matière de production. On les voit aussi bien avoir un train à suspension magnétique qu'un TGV, être capable d'avoir autour de la Terre une station permanente, d'envoyer des satellites sur la Lune, sur la face cachée et ailleurs. Donc, en toute hypothèse, la Chine est tantôt considérée comme la première puissance mondiale, tantôt en train de le devenir. Cela dépend de comment on compte. Il est clair que si on compte en nombre de dollars accumulés, les États-Unis sont encore devant. Mais si l'on compte en matière produite, objets de toutes sortes, production de toutes sortes, alors la Chine est de très loin devant. Les États-Unis sont riches aussi de leurs services financiers, de la masse de dollars qu'ils manient à leur discrétion. Si bien que le risque est grand aujourd'hui pour la Chine de passer devant et de devoir assumer toutes les responsabilités de la première place. Mais le risque le plus grand, c'est pour les États-Unis d'Amérique qui, s'ils étaient surclassés par la Chine, entreraient immédiatement dans une crise économique terrible du fait qu'ils dépendent entièrement du commerce qui se fait en dollars, donc entièrement de la monnaie dollar. Je n'ai pas l'intention à cet instant de vous faire un cours sur le sujet, mais vous savez que ça fait partie des fondamentaux. Venons maintenant au prétexte qui sert aux États-Unis d'Amérique à faire une pression sur la Chine et à l'agresser plus ou moins ouvertement, avec l'espoir qu'elle réagisse mal et que dès lors qu'elle réagirait mal, cela puisse permettre d'entraîner à la guerre. Ce prétexte, c'est l'île de Taïwan. Pour comprendre cette île, d'abord, ce qu'elle représente pour la Chine en général, la Chine continentale, la Chine dirigée par Pékin. Taïwan, depuis 1912, qui est la première république chinoise,
est considéré comme faisant partie du territoire de la République de Chine. Il y a là environ 23 millions de personnes, c'est-à-dire, évidemment c'est beaucoup, mais à l'échelle de la Chine, non. C'est la population à peu près de Shanghai. Maintenant, si on regarde dans l'histoire profonde, on verra que Taïwan, comme île, a été annexé par la Chine continentale en 1683. Pour vous donner une idée de la distance qui nous sépare de 1683 et de ce que peut être une annexion dans le temps long, eh bien, nous les Français, nous avons conquis, si j'ose dire, je n'y étais pas, vous non plus, en 1679, la Franche-Comté, c'est-à-dire Besançon, Dole, Lons-le-Saunier et quelques autres. Et personne ne doute en France que, depuis le temps que la Franche-Comté est française, a été annexée par la France, eh bien c'est la France. L'île de Taïwan a été successivement envahie par les Japonais. Je dis successivement parce qu'à 2 reprises, les Japonais se sont appropriés par la force l'île de Taïwan. Et la dernière fois qu'ils ont été à Taïwan, ils ont été chassés parce que les communistes qui progressivement étaient en train de vaincre le Japon ont repoussé le Japon à la mer et les armées nationalistes de l'époque chinoise, celles de Chiang Kai-shek, elles aussi affrontaient les communistes et reculaient. Et les communistes de Mao Tse-tung ont laissé les nationalistes quitter la Chine continentale et passer sur l'île. Donc pendant une série d'années, il y a eu une dictature nationaliste à Taïwan, dirigée par Chiang Kai-shek et ses successeurs. Ces éléments d'histoire vous permettent de comprendre, non pas la propagande des uns ou des autres, mais la réalité. Si bien que cette réalité, les Français, là pour le coup, c'est contemporain, en 1964, la France qui était présidée par le général de Gaulle, Mao Tse-tung se trouvant être président de la Chine, ont conclu un accord dans lequel les Français reconnaissent la Chine populaire. Ça se passe en 1964. Et cette Chine, c'est toute la Chine, le continent plus Taïwan. Et quelques années après, les Américains ont arrangé de leur côté un accord aussi avec les Chinois. Leur intention était surtout de créer des ennuis aux Russes. À l'époque, c'est l'Union soviétique. Et dans cet arrangement, pour finir, ils ferment les yeux le jour où à l'ONU arrive une résolution proposée par l'Albanie qui dit il n'y a qu'une seule Chine, c'est la Chine de Pékin, et l'autre Chine, ou qui prétend l'être, Taïwan, avec ses 23 millions d'habitants, en face du 1,5 milliard d'habitants de la Chine continentale, eh bien ça n'existe pas. Et cette résolution de l'Albanie devant les Nations Unies est adoptée en 1971. Dans le droit international, il n'y a qu'une seule Chine. Et nous sommes intéressés à dire il n'y a qu'une seule Chine, parce que nous ne sommes pas d'accord pour qu'on révise les frontières comme ça, uniquement sur la base des rapports de force. Alors, les Chinois de Chine, c'est-à-dire de Chine continentale, ont une patience infinie. Ce ne sont pas des gens impatients, ce ne sont pas des gens nerveux et irresponsables. Par exemple, ils ont récupéré Hong Kong, qui était une enclave, tenez-vous bien, anglaise, en plein territoire chinois. Pendant un siècle, il y avait des accords signés et la Chine populaire a attendu la fin de l'accord, c'est-à-dire au bout de 99 ans. Les Anglais n'ont pas vu renouveler leurs droits sur ce bout de territoire et les Chinois les ont remplacés. Voilà comment procède la République populaire de Chine. L'exemple de Hong Kong montre qu'il n'y a pas de pratique de violence de la Chine pour récupérer les territoires qu'elle considère comme chinois. Et après tout, on peut bien entendre qu'ils le considèrent, puisque c'est le cas. À ce moment-là, et ensuite, à mesure que des tensions apparaissaient, on a vu sur l'île de Taïwan, d'abord la dictature prendre fin, un régime plus démocratique se met en place, avec des élections, et un parti plutôt indépendantiste finir par l'emporter. Les Chinois de Pékin ont toujours dit, avec patience, nous sommes disponibles pour la réunification. Quand? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. On verra. Il faut parler, il faut discuter, il faut échanger. Et de fait, les échanges commerciaux entre la Chine continentale et Taïwan sont extrêmement denses. Je vous ai raconté tout ça pour que vous compreniez la nature du danger qui pèse aujourd'hui et qui est entièrement nouvelle. Quel est ce danger? C'est que le gouvernement actuel de Taïwan décide de déclarer son indépendance. Car depuis des années,
les États-Unis d'Amérique favorisent cet état d'esprit, arment Taïwan, proposent que Taïwan soit représenté dans toutes sortes d'organismes internationaux comme un État indépendant. Les Chinois ont toujours dit, ceux de Chine et de Pékin, nous n'accepterons jamais cela. Mais progressivement, on a vu la tension monter, et jusqu'au point où maintenant il y a quasiment un incident par jour dans la mer de Chine entre les pays qui se sentent plus ou moins proches des États-Unis d'Amérique ou qui ont des comptes particuliers à régler avec la Chine ou qui ont des disputes avec la Chine depuis toujours sur la possession de telle ou telle île ou telle apparence d'île, tant et si bien que la mer de Chine est devenue un lieu dangereux, d'où la guerre mondiale pourrait éclater. Pourquoi pourrait-elle éclater? Parce que tout le monde voit que le ton monte, que les incidents sont de plus en plus nombreux, que les États-Unis d'Amérique inscrivent la Chine comme un adversaire systémique, ont-ils dit, dans une des réunions du G7, qui était la réunion autrefois glorieuse des grandes puissances, des très grandes puissances, qui aujourd'hui sont moins puissances, et surtout qui représentent moins de la part de la production de la richesse mondiale. Le ton monte, et il y a un signe extrêmement dangereux qui apparaît, c'est le comportement de l'Union européenne. L'Union européenne, comme vous le savez, est passée de l'idée d'une Europe pour la paix, c'était au temps où l'on craignait la menace soviétique, à d'abord une Europe de la défense et maintenant une Europe de la guerre. L'Europe est devenue partie prenante, belliqueuse du désordre mondial. On se demande bien pourquoi et avec quels moyens, car en définitive, l'Europe est sur le recul. Elle recule par rapport à la puissance des États-Unis d'Amérique et elle recule par rapport à la Chine. Mais nous, c'est là qu'on habite. Donc, par la force des choses, nous sommes directement concernés par ce qui pourrait arriver. Et sans que personne ne vous en parle. Je vous prends un témoin, vous qui m'écoutez. Avez-vous entendu parler de ce que je vais vous dire maintenant? L'Union européenne, qui est passée, comme je l'ai dit, de l'Europe de la paix à l'Europe de la défense et de l'Europe de la défense à l'Europe de la guerre, qui prône le passage à une économie de guerre, l'Europe a décidé, sans qu'on en parle une seule minute dans nos assemblées, de créer un poste supplémentaire de commissaire à la Commission européenne, qui, vous savez, est en quelque sorte, avec le Conseil européen, le gouvernement de l'Union européenne, a décidé de créer un poste de commissaire à la défense. Or, la défense ne fait pas partie des pouvoirs attribués à l'Union européenne. Pourtant, il va y avoir un commissaire à la défense et, en ce moment, se négocie au Parlement européen la possibilité de créer une commission de la défense. L'Union européenne est donc en train de créer des organismes supranationaux sur des sujets pour lesquels elle n'a pas de compétences et pour lesquels personne n'a jamais voté sur ce sujet, ni au Parlement, ni les peuples qui constituent aujourd'hui l'Europe. Ce n'était présent ni dans le traité de 2005, ni dans le traité de Lisbonne, ni jamais. Et pourtant, ils le font. Et aussitôt, ils votent une motion, la semaine dernière, qui provoque la Chine. Pourquoi? Suivez bien. La Chine est reconnue depuis 1971 par un texte qui a un numéro 2758, je crois, si je me rappelle bien, et ce texte dit il n'y a qu'une seule Chine. Et voici l'Union européenne qui dit oui, mais la Chine n'interprète pas bien ce texte, elle n'a pas bien compris ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Taïwan n'a pas le droit d'être représentant. Mais si, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule Chine. C'est un peu comme si nous disions, bah écoutez, la France interprète mal les accords qu'elle a signés avec les autres. La Franche-Comté, qui a été annexée en 1683 par le roi Louis XIV, eh bien, finalement, 1679, c'est pas vraiment une partie de la France et elle doit pouvoir être représentée dans les organismes internationaux. C'est comme ça, en tout cas, que le ressent la Chine continentale de Pékin, comme une provocation. Et c'est le seul sujet sur lequel on n'ait jamais vu le gouvernement de Pékin élever la voix, parce que d'habitude, il ne le fait jamais. Et le gouvernement de Pékin, représenté par M. Xi Jinping, a dit « Nous sommes prêts pour la réunification, mais nous nous réservons l'usage de la force si l'indépendance devait être proclamée à Taïwan. » Vous avez compris? Le point sensible, c'est l'autonomie ou reconnaître officiellement l'indépendance de Taïwan. Ça provoquera la guerre. Voilà le motif numéro 1 de guerre qui mûrit dans cette zone du monde. Et ne croyez pas qu'on se dise « Ah ben c'est l'Asie, c'est bien loin ».
Non seulement les Français sont présents là-bas, par le territoire de la Polynésie, par le territoire de la Calédonie-Kanaki, par la Réunion dans l'océan Indien, Mayotte, Wallis et Futuna, tout ça, c'est la France. Et dans cet ensemble, il y a 2 ou 3 navires de guerre français qui vont et qui viennent pour maintenir, conserver, montrer que nous sommes chez nous, dans ces territoires. Par conséquent, nous ne pourrions pas éviter. Mais ce n'est pas la seule raison, vous tous qui m'écoutez. C'est que là-bas, c'est 2 tiers de la population mondiale. Là-bas, c'est 60% des terres émergées. Là-bas, c'est 90% du commerce réel, matériel, de choses qu'on met dans des bateaux et dans des containers, pas du pognon qui circule dans la sphère financière. La production réelle part de là-bas et ensuite se distribue entre les différents détroits par où passer. Les uns essayent de passer le canal de Suez, en ce moment c'est un exercice un peu dangereux, ou bien font le tour par le cap de Bonne-Espérance et remontent ensuite vers la Méditerranée ou l'Europe du Nord, ou bien vont vers les Amériques, etc., etc. 90% du commerce maritime mondial est là-bas. Et le commerce mondial, c'est 90% des choses qui s'échangent réellement entre les nations. C'est donc une zone névralgique. Si la guerre éclatait là-bas, toutes les lignes de communication avec l'Europe seraient coupées, en tout cas les lignes de marchandises, parce que les puissances parties prenantes de cette guerre, qui s'aligneraient en quelques jours, comme pour la Première Guerre mondiale, comme pour la Deuxième Guerre mondiale, on sait à peu près qui serait allié de qui dans cette affaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a plus un bateau qui naviguerait en sécurité et que tous les échanges mondiaux seraient perturbés. Voilà ce qui vient de se passer à l'Union européenne. C'est mon devoir de vous alerter. C'est le devoir des insoumis que de tenir bon sur la ligne de la paix. Et c'est pourquoi les députés insoumis au Parlement européen ont été les seuls à s'opposer à ce texte. Le Rassemblement national, comme d'habitude, quand il ne sait pas, il est tiraillant entre 2 lignes, il s'est abstenu. Et tous les autres ont voté un texte qui contient l'appel à la guerre. Qui sont tous les autres? Les macronistes, la droite traditionnelle, mais hélas, 1000 fois hélas aussi, les socialistes et les écologistes, qui sont devenus, en tout cas au niveau européen, au niveau français pour les socialistes, c'est vrai aussi, mais moins pour les Verts, sont devenus de purs et simples bagages accompagnés de la politique des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi on peut dire que de jeudi dernier date une étape de l'escalade vers la guerre totale dans la zone Asie-Pacifique. C'est d'autant plus lamentable que des Européens se soient alignés de cette manière, qu'il se passe dans le monde une bascule en relation avec les événements qui ont lieu au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'après qu'on ait vu ce qui s'est passé là-bas, que Netanyahou n'était pas puni d'avoir envahi le Liban et d'en détruire une partie à l'heure même à laquelle je vous parle, qu'il n'était pas puni parce qu'il a déclenché un génocide qui continue, ainsi qu'une agression violente coloniale en Cisjordanie, qu'il intervient dans tous les pays autour. Si bien qu'il y a eu un effet de regroupement de toutes sortes de nations autour d'un ensemble qui au départ ne comptait que 5 pays. Il y avait la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, qui constituent ce qu'on appelle les BRICS. Et ces BRICS représentent aujourd'hui autant de richesses mondiales que le G7 dont je vous ai parlé il y a un instant, c'est-à-dire cet organe qui représente les nations puissantes dites de l'Occident. Et progressivement, toutes sortes de pays viennent là. Au total, aujourd'hui, il y a eu 4 pays de plus en janvier dernier et il y en a 13 qui sont acceptés comme partenaires aujourd'hui. Et puis d'autres demandent leur inscription. Il y avait à cette réunion qui vient de se tenir également la semaine dernière à Kazan, en Russie, autour de M. Poutine, de M. Xi Jinping et de M. Modi, le président de l'Inde, il y avait 35 pays, dont 23 étaient représentés par leur numéro 1, comme ce fut le cas pour la Chine, la Russie et l'Inde. Et à cette réunion, qui représentait les gouvernements de la moitié de l'humanité, eh bien, il y a eu le secrétaire général de l'ONU qui s'y trouvait. Ce n'est donc pas un club de philatélistes que vous avez là. Ce sont des grandes nations qui produisent beaucoup, qui sont à la pointe du commerce mondial et qui sont le plus souvent les ateliers du monde. Ils étaient là et ils ont pris ensemble toutes sortes de décisions, d'actions communes. Autour de cette réunion,
des choses se déroulent, se décident, qui sont de vrais progrès. Par exemple, le progrès de la coopération entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, que tout le monde croyait absolument impossible, et qui pourtant conditionne la paix aussi dans la région du Proche-Orient. Il y a eu un accord entre les Chinois et les Hindous sur leurs frontières, qui est un sujet de polémique depuis maintenant quelques années, en effet. Et les deux pays, l'Inde et la Chine, sont des puissances nucléaires. C'est donc des résultats tout à fait probants de leurs discussions, de leurs rencontres. Car toute cette zone, tous ces gens qui sont là, savent que leur pire ennemi, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que ça désorganise tout. Ils ont été organisés pour produire, je mets de côté la Chine, ils ont été organisés tous pour produire celui-ci, celui-là, un bout de ce dont on a besoin en Chine, un bout de ce dont on a besoin aux États-Unis, un bout de ce dont on a besoin en Europe. Si bien que si vous avez la guerre là au milieu, tout ce qu'ils font ne sert plus à rien et n'arrivera nulle part à destination, donc n'est pas vendable. Vous voyez pourquoi, au moins sur le plan commercial, leur intérêt va à la paix. Et naturellement, les Français devraient d'abord s'occuper de ça. C'est le rôle qu'ils devraient jouer, être facteur de paix partout dans le monde. Mais pour cela, il ne faut pas abandonner ses alliés. Il ne faut pas accepter que l'injustice l'emporte en toutes circonstances, comme c'est le cas à Gaza, où continue le génocide de masse, avec une indifférence, une complicité honteuse des uns des autres. Et même lorsque Macron finit par dire qu'on ne défend pas la civilisation comme le prétend M. Netanyahou, contre la barbarie comme le prétend M. Netanyahou, en commettant soi-même des actes barbares, la présidente de l'Assemblée nationale française dit « Ah ben je ne vois pas de quoi il parle ». Vous voyez de quoi sont capables une partie des dirigeants de notre propre pays pour cacher, masquer l'horreur de ce qui se passe là-bas, l'abomination que constitue ce début de siècle par un génocide de cette ampleur. Et bien sûr le Liban que nous aurions dû armer, nous les Français, parce que nous en sommes un partenaire historique, parce que le Liban a aujourd'hui pour l'essentiel comme symbole commun son armée qui, hélas, n'a ni moyen, ni instrument de combat, si bien que son actuel chef d'état-major, le général Joseph Aoun, que j'ai rencontré, si vous vous souvenez, au début de l'année précédente, se retrouve à porter une responsabilité qu'en toute hypothèse, il ne peut pas conduire jusqu'au bout, puisqu'il ne dispose d'aucun moyen. Si bien que Netanyahou peut, dans le sud du Liban, détruire tout, essayer de transformer cette zone en un désert, comme il a transformé Gaza en un désert, à force de la bombarder. Puisqu'il est tombé sur Gaza 80 000 tonnes de bombes, c'est-à-dire 36 kilos d'explosifs par habitant. Netanyahou est capable de ça. Aujourd'hui, on voit des vidéos où, quand les pauvres gens ont évacué leur village, quels que soient les gens qui se trouvent là, qu'ils soient, ce dont on se moque bien, de religion chiite, ou qu'ils soient chrétiens, puisque les deux sont massacrés par M. Netanyahou, on voit passer derrière l'armée la plus immorale du monde, qui fait sauter toutes les maisons, qu'il n'y en ait plus une debout, pour transformer ces zones en une espèce de zone tampon qui garantirait la sécurité du gouvernement de M. Netanyahou. Ce n'est pas vrai. Israël ne sera pas en sécurité tant que M. Netanyahou se comportera de cette manière-là. Hélas, hélas, 1000 fois hélas. Mais c'est comme ça aujourd'hui que se présente le dossier. Bref, les événements du monde sont des événements qui vont à une préparation de guerre générale. Il est temps de stopper tout ça. Et les Français peuvent jouer un rôle essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés appartenir au camp occidental. S'ils se présentaient comme ceux qui discutent avec les uns et avec les autres, comme en ce moment, les Français, le gouvernement français est le seul qui peut discuter avec le Hezbollah, discuter avec l'Iran, et donc proposer une intermédiation pour que cessent les combats. Si les Français étaient faits de ce bois-là, alors ils pourraient intervenir sur tant de dossiers pour dire « écoutez, nous vous proposons notre médiation, nous refusons la guerre ». Eh bien, voici le travail auquel nous, les Insoumis, nous avons décidé de nous atteler. Et voilà pourquoi je voulais vous en parler, parce que cette semaine, il me semble que si, bien sûr, il y a tous les événements dans notre Assemblée nationale où vous voyez bravement les Insoumis faire toutes sortes de choses magnifiques dans le combat et montrer qu'on peut faire un tout autre budget que celui de M. Barnier, il n'empêche, nous sommes avant tout des êtres humains, impliqués par l'humanité tout entière.
Et si nous sommes bien sûr tous attachés à nos patries respectives, il n'empêche que nous avons en charge tous et en responsabilité tous la Terre entière, parce que c'est l'unique écosystème dans lequel la vie humaine peut avoir lieu.